Je vais vous demander de bien vouloir vous installer. Nous allons immédiatement partir donc à la découverte des secrets de notre horloge interne. Comme vous le savez, notre corps obéit à un cycle de 24 heures qui régule presque toutes nos fonctions biologiques. Alors si ce tempo est d'une précision remarquable, comme vous avez pu le constater vous-même, notre perception du temps peut être très différente et c'est sans doute encore plus vrai donc pour l'apnée, et nous allons en avoir une illustration dans les minutes qui viennent. Je vous demande donc d'accueillir et d'applaudir Monsieur Paolo Bartolomeo, médecin neurologue, directeur de recherche INSERM à l'Institut du cerveau à Paris. Vous êtes l'auteur de Dernières nouvelles du cerveau que vous dédicacerez à midi, je le redirai tout à l'heure. Prenez place, docteur. Et Arnaud Gérald, donc, qui est plongeur apnéiste, qui est détenteur donc, de plusieurs records mondiaux, dont le dernier en 2023 à 122 mètres de profondeur. C'est vertigineux. Merci et bravo à vous. Et pour animer ces échanges, Anne Jean-Blanc, responsable éditoriale de Neuroplanète, sous vos applaudissements également. Anne, je vous passe la parole pour cet échange qui s'annonce une nouvelle fois passionnant. Bonjour, on est ravis de vous voir aussi nombreux et puis je suis ravie surtout d'être avec deux invités très différents et très complémentaires. Alors vous le savez tous, on a une horloge dans la tête, on s'en rend pas compte forcément tout le temps, mais elle est vraiment présente. Et je vais me tourner d'abord vers le scientifique avant de parler aux sportifs de haut niveau. Cette horloge, elle est où dans le cerveau? Est-ce qu'il y a un petit endroit, un petit mécanisme comme une montre? Donc, bonjour à tous et merci beaucoup de votre invitation. Il y a effectivement une horloge, on a découvert une horloge dans la tête, mais qui sert, ça dépend de l'échelle temporale dont on discute. Donc il y a une horloge qui sert à régler notre rythme nictéméral, circadien, sur 24 heures. Et ça, c'est un petit noyau qui s'appelle noyau suprachiasmatique, c'est un nom un peu bizarre. C'est joli. Un noyau de l'hypothalamus, un autre nom bizarre, qui est un ensemble de noyaux qui sont vraiment dans la profondeur, sont très profonds dans le cerveau et qui sert à régler les comportements biologiques de base, l'alimentation, le sommeil et tout ça. Et donc c'est ce petit noyau qui nous dit maintenant il faut aller dormir ou maintenant il faut se réveiller. Et la découverte qu'on a faite il y a une vingtaine d'années, c'est assez récente, est que ce noyau reçoit de l'information directement de la rétine. Il y a jour-nuit. Exactement. Il y a des fibres du nerf optique qui part donc de la rétine, des cellules ganglionnaires de la rétine, qui transmet l'information normalement au cerveau, l'information visuelle au cerveau. Mais il y a une petite partie de ces nerfs qui quitte donc la partie principale du nerf optique et va directement dans ce noyau-là. Et il sert justement pour informer ce noyau suprachiasmatique des conditions de lumière. Donc c'est pour ça qu'on dit que le soir, il ne faut pas trop regarder les écrans, parce que cette lumière, surtout si c'est une lumière bleue, une lumière froide, excite ces neurones donc, du noyau suprachiasmatique et lui donne une information erronée en disant oui, on est en pleine lumière, c'est le jour, il ne faut pas aller dormir. Et alors, il y a une première question, c'est à quel moment cette horloge se met en place? C'est une question de jeunes parents, parce que parfois on a l'impression que les enfants, ils n'ont pas leur horloge encore. Hein. Oui, effectivement, ça se met donc c'est un noyau très ancien au point de vue de l'évolution. Hein. Il est pratiquement présent dans tous les cerveaux que l'on connaît. Mais ça met un peu de temps, effectivement, pour se régler. Hein. Je n'ai pas de temps précis à vous dire, mais c'est très variable selon les enfants, surtout. Probablement, c'est très variable. Mais je pense qu'ici, l'échelle temporale qui nous intéresse, c'est plutôt des échelles plus courtes que 24 heures. Hein. Et là, on en sait beaucoup moins, finalement, sur comment le cerveau mesure le temps à l'échelle, je ne sais pas, des minutes ou des secondes, ou même en deçà
de secondes. Il pourrait y avoir un lien, surtout pour les échelles assez courtes, autour d'une seconde ou même moins qu'une seconde, avec les circuits moteurs. Donc on sait que par exemple le cervelet, cet organe qu'on a ici à l'arrière de notre tête et qui sert normalement à régler nos mouvements avec précision, il pourrait avoir un rôle aussi dans l'estimation de longueur autour de la seconde ou un peu moins de la seconde. Et il y a aussi des réseaux que l'on appelle pré-moteurs qui s'activent pour préparer nos mouvements et qui sont, eux, dans la partie haute du cerveau, frontal, ce que l'on appelle le lobe frontal à l'avant du cerveau et le lobe pariétal à l'arrière du cerveau. Ces circuits-là, surtout dans l'hémisphère droit, l'hémisphère qui ne parle pas, pourraient s'activer pour estimer des longueurs assez courtes de temps. Une dernière petite question. Cette belle horloge, elle se dérègle parfois. On sait pourquoi. On sait est-ce que c'est fréquent et est-ce qu'on peut remettre les pendules à l'heure? Donc, il n'y a pas une seule horloge, à part les noyaux suprachiasmatiques. Il y en a beaucoup, donc c'est distribué dans le cerveau. Ces circuits doivent se parler pour fonctionner d'une façon efficace. Et donc, toute lésion, par exemple, qui empêche une communication dans ces circuits peut dérégler ces horloges. Par exemple, on sait que les patients avec AVC hémisphérique droit, dans ces circuits dont je viens de parler, fronto-pariétal, qui est aussi un circuit important pour l'espace, pour traiter l'espace, mais il est important pour traiter le temps. Et ces patients-là ne savent pas estimer des durées autour d'un peu moins d'une seconde, par exemple. Alors, je me tourne vers leurs sportifs parce que votre temps, il est, je dirais pas millimétré, mais millisecondé, j'imagine. Enfin, vous avez un emploi du temps qui est extrêmement important, précis. Comment vous le gérez, votre temps? C'est vrai que dans l'année, il y a plusieurs moments. Il y a le moment de la compétition, mais il y a aussi le moment en hiver où je m'entraîne en muscu, en ski de randonnée, en VTT, aussi pour m'étirer. Et toute cette partie-là, c'est un moment où je ne plonge pas. Donc j'ai un rapport au temps qui est plutôt commun. Bien sûr, il y a un calendrier que je dois respecter, mais au moment où je commence à arriver dans la compétition, où je commence à plonger très profond, là, mon rapport au temps devient beaucoup plus palpable. On ira sous l'eau après. Pour l'instant, on reste encore un petit peu sur Terre. Vous dites que vous avez un ressenti du temps qui est différent en fonction de vos activités, donc quand vous êtes en compétition ou pas en compétition. Quand vous êtes ici aux Bahamas, c'est quoi cette notion du temps qui change? Je dirais que c'est souvent lié aussi à l'état d'esprit dans lequel je suis pour se concentrer et aller à ces profondeurs-là. Le matin, quand je me lève, on a un peu l'impression d'aller à la guerre. On va se transcender et finalement, au moment où je suis sur la plateforme, je dois me convaincre que ce que je vais faire, c'est normal. Alors qu'aller à 122 mètres de profondeur, c'est pas normal. C'est pas très normal, non. Et donc, se donner autant de concentration sur un moment qui va durer 3-4 minutes, le temps de la plongée, ben, ça me fait oublier le temps. Donc je suis tellement concentré sur une chose que ben, peut-être ça joue sur l'horloge. Mais sur Terre, vous n'avez jamais ça. Enfin, dire le temps pour vous, vous le maîtrisez parfaitement? Pas parfaitement, mais je dirais comme certaines personnes ne le maîtrisent pas parfaitement. Ouais. C'est vrai qu'il y a des périodes de l'année qui sont tellement différentes que j'ai du mal à avoir une sorte de routine. Cette notion du temps qui passe, cette notion du ressenti du temps, est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, notre expérience du temps, donc tout d'abord, nous n'avons pas de récepteurs pour le temps. Nous l'avons pour l'information visuelle, l'information acoustique, l'information tactile, mais pas pour le temps. Le temps, c'est une pure construction de notre cerveau. Même le reste de notre expérience est une construction de notre cerveau, mais le temps encore plus parce qu'il n'y a pas de récepteurs, il n'y a pas de rapport direct avec l'extérieur. Et donc, cela peut changer. Ce circuit dont je parlais, frontotemporal droit, c'est un circuit aussi de l'attention qui pourrait servir aussi à segmenter les objets dans le monde extérieur, mais aussi le temps. Le temps, nous avons une perception du temps quand nous les divisons, les segmentons en événements. Un événement qui a un début et une fin.
C'est seulement comme ça que nous pouvons concevoir le temps. Et c'est possible que ce circuit hémisphérique droit soit important pour segmenter le temps et donc compter les instants qui passent. Parce que sur Terre, on va aller dans l'eau juste après, mais sur Terre, effectivement, il y a des moments où on a l'impression que le temps passe très très vite, mais c'est surtout lié à l'environnement, finalement, à nos activités. C'est ça qui peut... Ça dérègle même pas l'horloge, ça la trompe même pas, c'est juste un temps qui est très occupé, on sait pas le même ressenti qu'un temps d'ennui, évidemment. C'est même banal de le dire, si notre attention est capturée par quelque chose que nous sommes en train de faire, le temps passe très vite. Oui. Parce que nous ne prêtons pas attention, justement, nous ne segmentons pas le temps subjectif. Maintenant, je vous propose un voyage formidable. Nous allons plonger avec Arnaud. Alors Arnaud, on va voir, c'est un de vos records du monde. Hein. C'est une magnifique vidéo. Vous allez nous la commenter, puis après on discutera un petit peu du temps ressenti. Mais regardez, c'est juste magique. Vous avez un écran devant vous. Alors là, on est sur une plongée qui a lieu aux Bahamas, sur l'île de Long Island, où il y a 3000 habitants. Et sur cette île, à 5 mètres du bord, il y a un trou de 200 mètres de fond, 214 mètres. C'est comme une baignoire géante, il n'y a pas de courant, l'eau elle est à 29 degrés. Et là, je suis en train de me préparer. Donc on me voit respirer, me préparer, et ça y est, je pars. Donc là, mes poumons sont pleins d'air. Et finalement, ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, c'est que je suis concentré que sur le mouvement. Ma vitesse, est-ce que j'ai les épaules bien détendues, le ventre aussi, le diaphragme. Et en face de moi, j'ai juste le câble. J'ai pas de masque parce qu'à ces profondeurs-là, le masque implose vu qu'il y a de l'air à l'intérieur. Donc j'ai juste un pince-nez qui me permet de compenser les oreilles tous les mètres. Et donc j'ai ce rythme. Compenser les oreilles, c'est pour que le tympan ne subisse pas de traumatisme. Voilà, on a la pression et on le compense tous les mètres. Et donc ça me crée une sorte de rythme. Sur la tête, j'ai une lampe. Parce qu'à 60 mètres de profondeur, il fait nuit noire. Vu que c'est un trou, la lumière, à un moment, elle ne passe plus. Et petit à petit, vous voyez, je ralentis. Et ça, c'est mes poumons. L'air de mes poumons ne me fait plus flotter à un moment, donc je peux me laisser glisser. On appelle ça la phase de free fall. C'est la phase la plus agréable, mais c'est là où le cerveau commence à me dire « Bon, maintenant, on n'a plus rien à faire. On n'a plus besoin de palmer, plus besoin de se concentrer sur le jour et ce qu'on pourrait voir autour. Donc, qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi tu es en apnée ? Est-ce que tu es préparé ? Et là, il y a plein de questions qui commencent à arriver. Le cerveau va penser de plus en plus vite. Et c'est à moi de trouver le fil rouge sur des pensées positives. Et là, 95 mètres, c'est le moment où je me dis « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et c'est à ce moment-là où généralement j'ai une musique en tête que j'ai écoutée une dizaine de fois le matin en boucle, qui me permet de me rattacher sur quelque chose de plus souple au niveau des pensées. Là, on voit ma cage thoracique qui est vraiment comprimée. Mes poumons font la taille d'une orange. Mon cœur bat entre 10 et 15 pulsations minutes. Là, je prends un tag. C'est la preuve que je suis allé en bas. Ça n'a pas changé depuis le Grand Bleu. Et là, c'est le moment le plus dur. C'est le plus dur parce qu'on passe d'une phase où on était très détendu, relax, à une phase où il faut palmer. Parce que si je ne palme pas, je coule. Donc, je palme assez vite. Et en face de moi, le câble, je n'ai pas l'impression qu'il avance beaucoup. C'est comme être dans un trou noir et devoir palmer pour revenir à la surface. Cette partie-là, j'ai aucun rapport de temps ni d'espace. J'y vois flou, j'ai pas vraiment de repère au niveau du temps. Donc, il faut que je me concentre sur le moment présent parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir respirer. Et c'est ça qui est délicat. Et il y a des moments où j'ai envie de respirer, mais je ne peux pas m'arrêter comme en course à pied et me mettre abandonné. Je ne peux pas abandonner. Donc il faut que je continue et que je prenne mon mal en patience. Là, on voit qu'au niveau du palmage, je commence à ralentir parce que mes cuisses brûlent énormément. Il y a de l'acide lactique qui est créé dû au manque d'oxygène. Et puis, je commence à sentir l'eau chaude qui revient. C'est mes seuls repères. L'eau qui touche mon visage et la couleur. Donc, je vois le jour qui revient, l'eau chaude qui revient aussi. Je distingue un peu mes apnées de sécurité qui viennent autour des 30 mètres pour voir si tout va bien. Et là, je relâche les bras pour vraiment détendre la cage thoracique. Et c'est le moment où il ne faut pas vraiment accélérer. On a envie d'accélérer et gagner la surface, mais il ne faut pas se stresser pour pas non plus consommer trop vite de l'oxygène. C'est le moment aussi où je pense à mon protocole, au moment où je vais sortir de l'eau, comment je vais respirer. Et à ce moment-là, je me dis aussi, je suis à ça du record du monde. Je suis à ça de
de faire quelque chose que personne n'a fait à l'époque. Je sors de l'eau, je me tiens bien au clave et c'est le record. Et là, il y a le temps d'attente de l'annonce du résultat. On va le garder quand même. C'est peut-être le temps le plus long là. Et alors, c'est marrant, ce moment est très, pas théâtral, mais je viens d'être tout seul pendant un petit moment, 3-4 minutes. Et puis il y a cette célébration qu'on voit derrière moi. Et cette célébration, elle est limite pour l'équipe, mais j'ai du mal à la ressentir. Parce que je suis encore tout seul dans les profondeurs, mais je célèbre parce que par habitude, et j'ai envie que l'équipe, c'est pour les remercier. Mais cette partie-là est un peu spéciale à vivre. On va décortiquer avec vous ce temps. Une petite réaction, Paolo, quand vous voyez ça? Bon, toute mon admiration. Et oui, il faut un contrôle, comme vous l'avez dit, 100%. On ne peut pas se permettre de ne pas contrôler ce qu'on fait. Moi, je vois vos lobes frontaux qui s'activent pour contrôler tout le reste du cerveau et tout votre corps pendant que vous faites ça. C'est des activités de planification qui demandent effectivement une activité de la partie la plus antérieure du cerveau. Alors on va recommencer. Donc au début, on vous voit, vous avez des petites respirations. Vous faites comment pour engranger un maximum d'oxygène? On n'a pas l'impression que vous prenez un grand souffle avant de partir? Alors, avant de partir, j'ai à peu près une dizaine de minutes pour me préparer. Autour de moi, il y a toute l'équipe de sécurité aussi qui est là. Et c'est un moment où il faut que j'arrive à me nourrir du regard des autres, d'un petit sourire, d'un mot, mais en même temps que je reste dans ma bulle. Mais si je suis trop ouvert aux autres, je ne suis pas concentré sur la prolongée, mais si je suis trop renfermé dans ma bulle, ça m'augmente le stress. Donc c'est un juste milieu entre les deux. Ensuite, je vide tout l'air de mes poumons. Oui. Parce que si je ne vide pas tout l'air de mes poumons, je ne vais pas pouvoir en prendre beaucoup après. Donc je vide tout l'air de mes poumons, je commence à inspirer par le ventre, et ensuite la cage thoracique, et après j'utilise une technique qui s'appelle la carpe. Donc c'est pour la carpe. Oui. C'est comme si on a une pompe à vélo et qu'on mettait plus d'air que la normale dans les poumons. C'est une technique que je ne recommande pas pour les personnes qui ne font pas d'apnée. Et à ce moment-là... Ça demande... On peut arrêter le film une seconde, on va reprendre après, parce que je voudrais qu'on fasse cette première partie. Donc ça demande un grand entraînement, justement de capacité respiratoire. Vous avez augmenté beaucoup votre capacité respiratoire au fil du temps? J'ai débuté l'apnée à l'âge de 7 ans avec mon père dans les calanques de Marseille. Et c'est à 16 ans où vraiment je découvre ce sport, juste descendre le long d'un fil et remonter. Pour moi, ça a été une vraie aventure de vie. Je me suis dit, ça sera ton métier. C'est un moment de ma vie où j'avais la dyslexie, je ne savais pas trop ce que je voulais faire à l'école. Enfin, dans ma vie, à 16 ans, c'est un peu le moment où on ne sait pas trop où on va aller. Et là, je découvre l'apnée. Et le fait d'être sous l'eau à ces profondeurs-là, où je n'avais pas de poisson ou d'épave sur lequel me concentrer, il n'y avait que moi. Donc ça a fait une sorte d'effet miroir. Et je me suis dit, bon, mais t'es pas si mauvais. J'avais fait 30 mètres. Et je ne dirais pas que c'est énormément d'entraînement, parce qu'aujourd'hui, c'est toute ma vie. Mais ça demande... C'est beaucoup d'efforts quand même pour arriver là. Plus mental que physique, je dirais. D'accord. Je peux poser une question naïve, bien sûr. Arnaud. Comment vous évitez les problèmes d'hyperventilation? Moi, si j'hyperventile, j'ai la tête qui tourne tout de suite. Comment vous arrivez à contrôler ça? Alors c'est une bonne question, parce qu'à l'époque du Grand Bleu, Jacques Mayol, on pensait que faire de l'hyperventilation, donc inspirer à fond et souffler à fond pour gorger le corps d'oxygène, était bénéfique pour la chasse sous-marine ou l'apnée. Après, on s'est rendu compte que ça nous levait tous les signaux en fait, d'envie de respirer, et on passait d'un moment où on est bien à la syncope, le blackout, alors que le fait de ne pas hyperventiler nous permet de ressentir le moment où on va arriver vers l'accident. Par contre, ne pas hyperventiler, c'est plutôt facile avant, parce qu'on est plutôt stressé, on a le ventre qui est tendu, donc on a envie plutôt d'hypoventiler, donc de ne pas beaucoup respirer. Donc c'est la carpe, c'est ces petits souffles que vous faites quand vous êtes avant de commencer votre plongée là. On a l'impression que vous avez des petites respirations courtes.
c'est ça? Je pense que ça, c'est le moment juste avant de prendre le souffle. Donc, prendre la respiration avant une plongée. Donc, je souffle tout, comme ça. Et là, je mets plus d'air que la normale. Et ce temps, est-ce qu'il vous paraît très long, le temps avant la plongée, là, ce temps de préparation avant de là, partir? pour vous dire, sur cette plongée, dans ma tête, j'ai les cigales, j'ai les hirondelles, je me vois à Marseille. J'essaye de me rattacher sur un moment qui me plaît, et le fait de faire ça, plus le stress de la compète, j'ai plus de repères dans le temps. J'ai le repère par automatisme, le fait de savoir qu'à 10 secondes, je vais pouvoir souffler tout mon air pour, au moment du top officiel, partir. Donc j'ai quand même obligatoirement un rapport au temps, mais une fois que je suis parti, là je me déconnecte, et une apnée qui dure 3-4 minutes, j'ai l'impression qu'elle dure 3-4 jours. 3-4 jours 3-4 jours, parce que, je le réfère comme ça, parce que dans une journée, on vit un certain panel d'émotions. L'amour, la joie, la colère. Sous l'eau, ça va être ça en continu. Et c'est à moi de trouver le juste chemin pour me sentir bien et pas être trop dans le négatif. Mais il y a tellement d'émotions qui se basculent que quand je sors de l'eau, il faut que je filtre tout ça. C'est comme se réveiller d'un rêve. Dans un rêve, on n'a aucun rapport dans le temps. Quand on dort, on n'a pas ce rapport. Et quand on se réveille, on se dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser. Alors quand vous descendez, le rapport au temps, il est aussi lié à vos sensations. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la zone noire, vous savez que vous êtes à moins 60, quand l'eau devient froide, ça aussi c'est des repères temporels finalement. C'est une certaine façon d'avoir des repères. Je dirais que c'est plus des repères visuels, mais j'arrive pas à les lier au temps à ce moment-là. Sauf au retour. Sauf au retour, où quand je commence à avoir le jour et la surface qui commence à arriver, là je me dis, bon, t'as bientôt terminé. Mais je ne sais pas si ça a été une apnée de 5 ou 6 minutes ou 2 minutes. Et le fait de ne pas avoir ce rapport au temps est plutôt agréable. Ce qui, à mes yeux, rend l'apnée en profondeur un peu plus agréable que l'apnée en piscine, en apnée statique. Par exemple, en apnée statique, je peux tenir 7 minutes sans respirer. Mais à 3 minutes, j'ai envie de respirer. Donc de 3 minutes à 7 minutes, c'est la guerre totale. Tandis que sous l'eau, il y a tout le temps ce rapport. Dans la mer. Dans la mer. Oui. Dans la mer, il y a tout le temps ce rapport au plaisir. Paolo, vous voulez poser une petite question? Non, ça m'a beaucoup intéressé l'évocation des images mentales. Oui. Et la musique. Que vous faisiez, et la musique. Donc la musique, ça on le sait, c'est la façon la plus agréable que l'homme a inventée pour gérer le temps, l'évolution des choses dans le temps. Et les images mentales aussi, les images visuelles, on a montré, nous et d'autres, que ça engage surtout des circuits de l'hémisphère gauche du cerveau. Et ça pourrait, c'est un peu spéculatif ce que je dis là, mais de ce fait-là, ça pourrait aussi contrôler et inhiber des circuits de l'hémisphère droit qui sont, eux, liés au stress, à la réponse aux événements inattendus. Donc, des situations plutôt désagréables qui nous préparent à combattre ou à fuir ou à fight or flight. Et donc, peut-être les images mentales, effectivement, les cigales, etc., Marseille, ça pourrait être une manière de contrôler, une manière très efficace de contrôler le stress. Et alors, la dernière gestion du temps, c'est donc la dernière partie de votre remontée. Vous souffrez physiquement, parce que vos muscles ils sont quand même bien mis à dure épreuve. C'est difficile de ne pas accélérer à ce moment-là, ou c'est une mécanique que vous avez maintenant, c'est une petite machine qui vous permet de remonter lentement, lentement? Je dirais que le fait d'aller dans ces profondeurs, il y a beaucoup d'acceptation. L'acceptation de ne pas respirer, l'acceptation d'être dans un environnement qu'on ne va pas pouvoir contrôler. L'acceptation aussi qui est du monde sous l'eau, des poissons, des requins. Vous avez le temps de les regarder? Des fois j'en vois, oui. En fait, comme j'ai une lumière sur la tête, en bas aux Bahamas, il y a des poissons qui font à peu près 2-3 mètres, qu'on appelle les tarpons, qui ne sont pas dangereux. Mais quand la lumière reflète sur leurs écailles qui sont assez importantes, là je vois la forme du poisson.
Et je fais comme les enfants, je ferme les yeux. Mais c'est vrai que l'acceptation de toute cette pression, à un moment, je dirais vers 100, 110 mètres, je lâche tellement prise qu'il pourrait tout m'arriver. Enfin, je sais que je contrôle plus la situation. Vous avez le temps d'avoir peur? J'ai eu peur, j'ai eu des plongées où je suis resté en bas, j'ai eu la longe, donc je suis accroché au câble. Au cas où il se passe quelque chose, on déclenche un contrepoids et je peux remonter avec la longe que j'ai au poignet. Et un jour, sur mon premier championnat du monde, la longe s'est emmêlée en bas sur le plomb à 105 mètres en Honduras. Et quand j'ai voulu remonter, ça s'est bloqué. Donc là, il y avait deux choses. C'était soit j'essayais de trouver le nœud ou le démouscotonner, sauf que sans masque, j'y voyais rien. Soit je déclipsais la longe au poignet. Donc j'ai descratché la longe, mais à ce moment-là, je sais que je suis tout seul. Parce que c'est ma ligne. Si l'équipe déclenche le contrepoids, ben je ne vois plus la ligne et je ne sais pas où est la surface de la profondeur. J'ai plus aucun repère dans l'espace. Donc je peux être en train de penser que je suis en train de regagner la surface, alors que je suis en train de descendre vers les profondeurs. Donc voilà, c'est... Toutes ces expériences m'ont permis déjà d'avoir un autre rapport au stress dans la vie en général, même si ça ne m'empêche pas d'être stressé avec vous aujourd'hui. Oh, ça ne se voit pas, ça ne se voit pas. De relativiser un peu plus. Et à la remontée, le moment où j'ai envie d'accélérer, finalement, je suis encore dans cette acceptation de me dire « prends ton mal en patience ». Et c'est ça que je me dis. J'ai une dernière question, parce qu'après, je pense que vous avez envie de poser des questions à Arnaud et aux scientifiques, à Paolo. Vous dites que vous avez, de par votre constitution, la possibilité de descendre en 1 minute de moins que les autres. Donc ça, c'est aussi un rapport au temps. Expliquez-nous, qu'est-ce qui fait la différence? Quand j'ai commencé ce sport, on m'a dit deux choses. Un bon apnéiste, c'est un apnéiste vieux. Bah, c'est raté pour vous, hein. On a le temps encore. Hein. Par rapport à d'autres sports où le pic de forme est autour des 40 ans. Et un bon apnéiste, c'est un apnéiste qui a fait des syncopes, parce qu'il connaît sa limite. Donc, je touche du bois. Vous êtes jeune et vous n'avez pas fait de syncope. Voilà, les deux ne sont pas passés. Et le rapport aussi à la vitesse sous l'eau. Le fait d'aller très vite, on va consommer beaucoup d'oxygène. Donc, au final, la plupart des apnéistes vont assez lentement pour consommer moins d'oxygène. Et à un moment, je me suis dit, il faudrait quand même que j'accélère, parce que plus je reste de temps dans la zone des 100 et 120 mètres, plus j'ai d'ivresse de profondeur. Parce que les gaz qui sont à l'intérieur de mes poumons sont toxiques à ces profondeurs. C'est l'impression, j'ai jamais essayé, mais en tout cas, on est ailleurs, on est dans un rêve, on contrôle plus rien, il y a beaucoup de choses qui se passent, on entend des musiques, on voit des couleurs, on voit des scènes de films, alors qu'on est juste tout seul. Et à un moment, j'en ai eu marre d'avoir de l'ivresse des profondeurs parce que ça me faisait peur. À un moment, je me suis vu même palmer en face de moi. Et pour ça, on a décidé avec mon équipe d'essayer de faire un nouveau protocole, d'aller plus vite sous l'eau, de réduire ce temps d'exposition à la profondeur. Et c'est là où j'ai pu aller plus vite et gagner une minute de moins que mes concurrents. C'est énorme. L'avantage, c'est que j'arrive du VTT en compétition et mes cuisses peuvent supporter un gros taux d'acide lactique. Et ça m'a permis de comprendre aussi qu'aujourd'hui, on m'a toujours dit, alors ça sera quoi la limite? Est-ce que c'est 122 mètres? Est-ce que c'est plus? Je dirais que la limite, c'est le temps qu'on passe sous l'eau. On ne pourra pas passer 10 minutes à 100 mètres de profondeur. Donc aujourd'hui, je travaille sur le temps plus que sur la profondeur. Je pense que Hélène, on va prendre quelques questions. Bien sûr, avec plaisir. C'est absolument passionnant, mais je pense que oui, on vous écoute. Bonjour, merci beaucoup, c'est passionnant. J'ai une question par rapport à cette descente en profondeur. Est-ce qu'on a fait des recherches sur votre cerveau? Enfin, j'imagine qu'il y en a pas mal, qui pourraient se déployer dans les domaines de la psychologie, comment arriver à ces états quand même modifiés de conscience, parce que j'imagine que c'est un peu ça que vous vivez. Et voilà. Merci. On repasse la vidéo pendant que vous trop répondez. Elle est trop on ne belle. s'en lasse pas. Et oui, merci pour votre question. J'ai pas eu la chance encore de faire des tests sur le cerveau parce que c'est vrai qu'à ces profondeurs-là, au niveau technique, c'est compliqué d'amener des instruments à ces profondeurs. Néanmoins, un ami niçois, Guillaume Néry, a pu faire des tests sur le cerveau il y a de ça quelques années.
Et on s'est rendu compte que oui, il y avait un aspect un peu comme la méditation, que le cerveau pensait beaucoup plus vite parce qu'il était dans une situation de stress. Et on a eu la belle surprise, surtout moi, parce que je suis l'autre génération, qu'il n'y a pas vraiment de traumatisme au fil des années, après une carrière, et que le cerveau est toujours préservé. Voilà ce qu'on a appris pour le moment. Merci beaucoup. Arnaud, juste, vous pratiquez la méditation ou pas? Non, je dois être le seul à pas en pratiquer, mais pour moi, le fait d'être sous l'eau, à ce moment-là, je suis dans un moment de méditation. D'accord, merci. Alors nous partons sur la gauche, on vous écoute. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si j'ai droit à plusieurs questions à une seule. Alors elles allez, on sont va courtes. dire 2 très courtes. Deux très courtes. Elle s'adresse à Jorel. Je vous remercie et franchement, c'est exceptionnel ce que vous faites. Les deux questions sont, j'ai entendu dire que la syncope apparaît plutôt aux alentours de moins 3 mètres lors de la remontée. Et la deuxième question que je vous pose, c'est quel est le protocole que vous appliquez lorsque vous remontez pour montrer que vous êtes effectivement en bonne santé? Merci monsieur. Merci pour vos deux questions. Alors oui, c'est vrai qu'on pense souvent que le moment le plus risqué, c'est là où on est à 120 mètres de profondeur. Alors c'est le moment le plus extrême, où le corps est vraiment soumis à des pressions extrêmes et change énormément, à tel point que le sang vient à l'intérieur des poumons, ce qu'on appelle le blood shift ou l'érection pulmonaire en français. Et comme le sang c'est du liquide, le poumon ne peut plus imploser. Les liquides sont incompressibles. Mais à ce moment-là, finalement, on vient juste de faire la moitié du travail. C'est pour ça qu'à la remontée, c'est là où on vient de faire le plus de distance. Et sur les 20 derniers mètres ou les 3 derniers mètres, c'est là où il y a le plus de manque d'oxygène. Et si l'apnéiste a été stressé ou s'il a annoncé une profondeur qui n'était pas vraiment raisonnable, il peut tomber en syncope. Le protocole de la syncope, c'est on sort l'apnéiste de l'eau et on lui souffle très fort dans le nez. Et, vous pourrez confirmer, mais dans le nez, il y a beaucoup de capteurs qui permettent à l'apnéiste de reprendre son souffle naturellement. Pour la deuxième question... Et donc le protocole que vous suivez le protocole de... quand vous remontez, sous votre contrôle, monsieur. Je dirais que le protocole, c'est vraiment garder un rythme assez important sur le retour pour me décrocher du fond, me décrocher de cette attraction, et après stabiliser mon rythme de palmage pour éviter de trop consommer. Au moment où je vois les apnéistes de sécurité, c'est une sorte de motivation, donc c'est là où je vais palmer un peu plus. Et lorsque vous sortez de l'eau? Et puis quand je sors de l'eau, c'est l'hyperventilation que j'arrive à intégrer après la sortie pour vraiment retrouver mes esprits. Et ça vous prend combien de temps cette hyperventilation pour Je dirais récupérer? que c'est 3-4 respirations. Ah oui, donc c'est pas énorme. Mais c'est une hyperventilation plus technique. Je veux dire, j'inspire, je bloque l'air dans mes poumons, donc je ferme aussi la cage thoracique, ça met les poumons sous pression, et on s'est rendu compte au fil des années que le fait d'avoir le poumon sous pression, la molécule d'oxygène se transmettait plus vite. Donc c'est 3-4 hooks qu'on appelle, et après je lève le pince-nez et je fais le signe OK. Merci beaucoup. Une dernière question rapide, on vous écoute sur la droite. Bonjour, merci Bonjour. pour cette belle performance et cette démonstration. Moi j'ai une question par rapport, on a noté effectivement l'entraînement physique et physiologique, mais l'entraînement mental et psychologique, quelle est la préparation que vous avez mis en place pour contrôler les émotions une fois que vous êtes à 120 mètres, quand vous êtes dans la free falls, et même pour la remontée, qu'est-ce qui se passe dans la tête pour un moment de panique, comment vous contrôlez ces émotions? Voilà, merci. En 30 secondes, Arnaud. Merci pour votre question. J'ai été un enfant hypersensible, et je pense que je suis toujours hypersensible, pas un enfant. Et le fait d'avoir trouvé cette discipline m'a permis vraiment de m'aider en fait à me comprendre mes émotions dans un élément qui est plutôt calme, préservé, pour mieux les gérer à la surface. Au final, ça a été vraiment une école de vie. À ce moment-là, c'est tellement naturel aujourd'hui que je m'en rends plus vraiment compte, mais la préparation mentale pour moi, c'est me sentir bien dans ma vie, me sentir bien avec mes amis, avoir une vie saine, me regarder dans le miroir le matin et me dire bon, on va écrire d'autres lignes de son histoire, d'autres lignes de mon livre de vie de la meilleure façon possible. Parce qu'à ces profondeurs-là, pour moi, on atteint un peu la quintessence de soi-même. C'est un moment tellement court et en même temps tellement extrême et précis que si on ne se sent pas bien au fond de soi,
tout ressort dans le bon sens comme ça peut ressortir dans le mauvais sens. Donc c'est vraiment un style de vie qui me permet de gérer le mental du mieux que je peux, mais surtout en me sentant bien dans la vie de tous les jours. Merci, Merci on beaucoup. vous applaudit très fort. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Anne.